On croit connaître l'histoire de Marie-Antoinette, la reine frivole, la femme déconnectée, la souveraine décapitée par un peuple en furie. Mais ce récit simplifié, répété depuis des siècles, cache une vérité bien plus sombre, bien plus humaine et bien plus dérangeante. Car avant la guillotine, avant le tumulte de la foule, avant la chute spectaculaire, Marie-Antoinette a été détruite lentement, méthodiquement, non pas par un seul événement, mais par une succession d'épreuves psychologiques conçues pour la briser bien avant sa mort. Elle a été la cible d'une propagande violente, d'accusations infondées, de rumeurs dévastatrices. Une femme isolée dans un château devenu prison, surveillée jour et nuit, trahie par ceux en qui elle avait confiance. Un symbole que l'on voulait abattre, non seulement physiquement, mais moralement. Versailles était encore debout, mais sa reine, elle, était déjà condamnée, non pas par la justice, mais par l'opinion publique, manipulée par des forces politiques déterminées à la voir tomber. La Révolution ne lui a pas seulement retiré sa couronne, elle lui a retiré son nom, son image, son humanité. Elle l'a exposée, ridiculisée, déformée jusqu'à faire d'elle un monstre que le peuple pouvait haïr sans remords. Et pourtant, derrière ce masque de scandale et de propagande se cachait une femme. Une mère, une prisonnière, une personne qui se battait chaque jour pour rester digne au milieu d'un monde qui voulait l'écraser. Ce que Marie-Antoinette a vécu avant la guillotine n'est pas seulement inimaginable. C'est l'une des plus grandes opérations de destruction morale de l'histoire moderne. Et aujourd'hui, nous allons dévoiler ce que la plupart des récits hésitent encore à raconter. Voici ce qu'ils lui ont fait, avant la fin. Bien avant que la lame ne tombe, Marie-Antoinette avait déjà été exécutée dans un autre tribunal, celui de l'opinion publique. Dans la France du XVIIIe siècle, une rumeur pouvait valoir une condamnation. Et contre Marie-Antoinette, les rumeurs se sont abattues comme une tempête impossible à arrêter. Il faut comprendre qu'à son arrivée à Versailles, la jeune reine ne connaît ni la politique, ni les rivalités de cour, ni la méfiance de la noblesse française. Elle est étrangère, autrichienne, jeune, maladroite, tout ce qu'il faut pour devenir le parfait bouc émissaire d'un royaume en crise. Les premières attaques viennent en silence, des rires dans les couloirs, des regards en coin. Puis apparaissent les premiers pamphlets clandestins, des petits livres vendus sous le manteau, remplis de caricatures, d'accusations absurdes, de récits inventés de toutes pièces. Ils la dépeignent comme dépensière, manipulatrice, infidèle, parfois même monstrueuse. Ces textes ne sont pas de simples commérages. Ils sont une arme politique. Leur but est clair, détruire la confiance du peuple en sa reine et isoler Marie-Antoinette de la scène politique. Et plus la crise économique grandit, plus ces rumeurs deviennent violentes. On accuse Marie-Antoinette de ruiner la France. On l'accuse de détournement. On l'accuse de manipuler le roi. On l'accuse de trahison, d'influence étrangère, de perversité. Peu importe que ce soit vrai ou faux, la calomnie circule plus vite que la vérité. Et dans un royaume où la plupart des gens ne verront jamais la reine de leurs propres yeux, ces pamphlets deviennent leur seule fenêtre sur elle. Une fenêtre déformée, manipulée, construite pour attiser la colère. Peu à peu, l'opinion publique se retourne. La reine n'est plus un être humain. Elle devient un symbole de tout ce qui va mal en France. Les tensions sociales, les frustrations économiques, les injustices, tout est concentré dans son image. Les ennemis politiques de la monarchie exploitent cette haine pour galvaniser le peuple. Les ennemis personnels de Marie-Antoinette à la cour l'entretiennent pour renforcer leur propre influence. Ainsi, bien avant la Révolution, Marie-Antoinette est déjà piégée. Elle ne contrôle plus son image. Elle ne contrôle plus son destin. Elle est poursuivie non par des faits, mais par des mensonges, répétés si souvent qu'ils deviennent réalité. Ce harcèlement psychologique massif marque le début de sa chute. Une reine dont la voix ne porte plus parce que d'autres ont décidé de parler à sa place. Et quand la Révolution éclate, le peuple ne voit plus en elle une femme, mais la caricature qui a été construite pendant des années. Marie-Antoinette est vivante, mais la reine, elle, est déjà morte. Les rumeurs avaient frappé les premières. L'isolement allait achever le travail. Car pour faire tomber une reine, il ne suffit pas de salir son image. Il faut la séparer de tout ce qui lui donnait encore de la force. Lorsque la Révolution éclate, Versailles n'est plus un palais. C'est une cage dorée, encerclée par la colère,
Marie-Antoinette le sent. Le peuple ne voit plus en elle qu'un symbole à abattre. Et chaque jour, cette hostilité devient plus visible, plus bruyante, plus dangereuse. En octobre 1789, les émeutiers marchent sur Versailles. Ils envahissent le château. Ils hurlent son nom. Ils frappent aux portes. Pour la première fois, Marie-Antoinette comprend que la haine qu'on lui prête n'est plus abstraite. Elle est là, dans les couloirs, prête à l'atteindre. Ce jour-là, on arrache littéralement la famille royale à Versailles. Le palais qui symbolisait le pouvoir absolu devient le théâtre de sa chute. Le départ pour Paris marque la fin de son monde. Plus de fêtes, plus d'alliés, plus de distance entre elle et la foule. À partir de cet instant, Marie-Antoinette n'est plus une reine. Elle est un prisonnier surveillé. Pendant presque 3 ans aux Tuileries, l'isolement se durcit. Chaque geste est observé, chaque mot est rapporté. La reine ne peut plus se déplacer librement, ni écrire sans craindre la censure, ni voir qui elle veut. Elle vit dans un palais devenu forteresse, où les révolutionnaires contrôlent tout. Les visites, les communications, les mouvements. Puis vient le transfert au temple, et avec lui la véritable descente dans la solitude. Le temple n'a rien d'un palais. C'est une tour froide, sombre, austère. Les fenêtres sont barrées, les portes verrouillées, les gardes omniprésents. Marie-Antoinette partage quelques moments avec ses enfants. Puis même cela lui est retiré. Peu à peu, on lui enlève son mari, puis ses amis, puis sa correspondance. On la coupe de tout soutien émotionnel. Chaque séparation est calculée pour la briser davantage. Et lorsque Louis XVI est emmené pour être exécuté, c'est dans une solitude absolue qu'elle apprend la nouvelle. Le but est clair, une reine isolée est une reine vulnérable. Une femme seule, sans alliés, sans voix, est plus facile à juger, plus facile à condamner, plus facile à oublier. Pour Marie-Antoinette, l'isolement n'est pas un simple emprisonnement physique. C'est une lente érosion de son identité. Une reine habituée au salon, aux foules, aux lumières, se retrouve enfermée dans quelques mètres carrés silencieux. Et jour après jour, ce silence devient plus lourd que n'importe quelle accusation. Lorsque le tribunal révolutionnaire finit par la convoquer, ce n'est plus la reine de France qui se présente, mais une femme seule, affaiblie, dépossédée de tout ce qu'elle était, exactement ce que ses ennemis avaient voulu créer. Lorsque Marie-Antoinette entre dans la salle du tribunal révolutionnaire, ce n'est pas une accusée ordinaire qui se présente devant les juges. C'est un symbole que la Révolution veut détruire pour prouver sa force. Dès le début, le procès n'a rien d'un jugement impartial. La date est fixée dans la précipitation. Les preuves sont faibles, souvent inexistantes. Mais la condamnation, elle, semble déjà écrite avant même que la reine n'ouvre la bouche. Dans cette salle bondée, les murmures hostiles se mêlent au regard froid. Le public est soigneusement choisi, des révolutionnaires convaincus, des ennemis personnels, des curieux avides d'un spectacle. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. D'un spectacle politique conçu pour légitimer une révolution qui a besoin d'un coupable à exécuter. Face à elle, au banc des accusateurs, se trouvent des hommes déterminés non pas à comprendre, mais à détruire. Ils l'interrompent, la provoquent, la ridiculisent. Ils posent des questions absurdes, la pressant, la fatiguent. Le procès dure des heures, puis des jours. On l'empêche de se reposer. On la prive de tout soutien juridique réel. Elle est seule face à un tribunal qui ne cherche pas la vérité, seulement une justification morale à sa mort. Les charges sont multiples, souvent infondées, parfois grotesques. On l'accuse de comploter avec l'étranger, de manipuler le roi, de dilapider les finances de la France, de vouloir renverser la Révolution. Tout ce qui, pendant des années, avait été insinué dans les pamphlets devient soudain preuve dans ce tribunal. Mais l'accusation franchit une étape encore plus sombre lorsque l'on s'engage sur le terrain de l'intime. Certains révolutionnaires vont jusqu'à utiliser les rumeurs les plus basses, les calomnies les plus immondes, juste pour provoquer un choc dans la salle, et s'assurer qu'aucune sympathie ne puisse sauver la reine. La salle retient son souffle. Et c'est là que Marie-Antoinette, affaiblie, isolée, épuisée, prononce sa seule phrase qui survivra à ce procès. Nature refuse de répondre à une telle accusation. Une réponse simple, digne, presque murmurée, mais qui réveille un instant l'humanité de la salle. Même certaines femmes du public, jusque-là hostiles, baissent la tête. Pourtant, rien ne changera. Le procès n'a jamais eu l'intention d'absoudre. La Révolution veut une tête, un symbole, un message. Et Marie-Antoinette est devenue l'ennemie parfaite pour un peuple qu'on a dressé contre elle pendant des années. Quand la condamnation tombe, ce n'est pas une surprise. C'est l'aboutissement d'un plan, celui de détruire la monarchie non pas en frappant un roi,
mais en brisant la reine. Et ce procès, plus que tout autre événement, montre que Marie-Antoinette n'a pas été condamnée pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représentait. Lorsque le verdict tombe, Marie-Antoinette n'a plus d'illusions. Elle sait que la sentence est irrévocable. Et surtout, elle sait qu'elle n'a plus personne pour la défendre. Dans sa cellule, les murs du temple paraissent plus froids que jamais. La reine déchue est désormais seule, totalement seule. Pas de conseillers, pas d'amis, pas de famille. Même ses gardiens l'observent avec une distance mécanique, comme s'ils veillaient sur une ombre déjà condamnée. Cette dernière nuit n'a rien de grandiose, rien de théâtral, rien de ce que racontent certaines légendes. Elle est simple, silencieuse, terriblement humaine. Marie-Antoinette, qui avait vécu dans la lumière de Versailles, passe ses dernières heures dans une obscurité totale, à réfléchir à une vie qu'on lui a arrachée morceau par morceau. On raconte qu'elle ne dort pas, que ses pensées vagabondent vers ses enfants, qu'elle ne reverra jamais, vers son mari, exécuté quelques mois plus tôt, vers sa vie passée, ses fautes, ses regrets, ses joies aussi, mais surtout, vers cette solitude écrasante qui a remplacé tout ce qu'elle connaissait. Pour beaucoup, Marie-Antoinette était une reine. Pour d'autres, une ennemie. Cette nuit-là, elle n'est qu'une femme dans une cellule, face à son destin. Il ne lui reste rien, ni ses bijoux, ni ses robes, ni sa dignité royale, ni même son nom. Elle n'est plus que la veuve Capet. Un titre froid, impersonnel, choisi pour effacer jusqu'à son identité. Et pourtant, c'est dans cette dépouille de reine, dans cette nudité symbolique que Marie-Antoinette retrouve ce qu'elle avait perdu depuis longtemps, la dignité humaine. Elle ne proteste pas, elle ne pleure pas, elle ne supplie pas. Elle se tient droite, calme, silencieuse. Une femme qui, face à l'injustice, choisit encore la dignité plutôt que la terreur. Au petit matin, on la conduit vers la salle où on lui coupe les cheveux. Non pas par nécessité, mais pour l'humilier une dernière fois. Elle ne dit rien, elle laisse faire. Elle regarde droit devant elle. Lorsque la porte de sa cellule s'ouvre pour la dernière fois, elle sait que chaque pas la rapproche de son destin. Mais elle avance sans trembler. Car au fond, la Révolution lui a déjà tout pris. Sa famille, son château, son image, sa voix. Il ne reste plus que le corps et l'âme. Et cette âme, aucune propagande, aucun tribunal, aucun bourreau ne parviendra jamais à la lui enlever. Dans cette dernière nuit, la reine disparaît. Mais la femme, elle, réapparaît. La mort de Marie-Antoinette a souvent été racontée comme le symbole d'un ancien monde qui s'effondre. Mais ce que l'histoire oublie trop souvent, c'est ce que cette femme a vécu avant la fin, car sa chute n'a pas commencé sur la place de la Révolution. Mais bien des années plus tôt, dans l'ombre, dans les murmures, dans les rumeurs qui l'ont transformée en un monstre politique, avant même qu'elle n'ait pu se défendre. On l'a caricaturée, on l'a isolée. On l'a accusée sans preuve. On l'a jugée avant même qu'elle ne soit jugée. Et lorsque la guillotine a été dressée, ce n'était pas une reine que l'on exécutait, mais une image déformée, fabriquée par la haine et les ambitions politiques. Ce que la Révolution a fait à Marie-Antoinette dépasse l'individuel. Elle a servi de miroir à une société qui cherchait un coupable pour effacer ses propres douleurs, ses propres échecs, ses propres frustrations. Et pourtant, au milieu de ces humiliations, au cœur de cette solitude, dans les dernières heures de sa vie, Marie-Antoinette a trouvé ce que ni Versailles, ni la cour, ni la couronne ne lui avaient jamais offert, la dignité intérieure. Sa dernière marche, simple et silencieuse, reste l'un des moments les plus humains de toute l'histoire de France. Une reine dépouillée de tout, sauf de sa force d'âme. Une femme qui, après avoir été déshonorée publiquement, choisit de mourir avec une sérénité qui dépasse encore aujourd'hui l'entendement. Son histoire pose une question que chaque époque devrait affronter. Combien de vies avons-nous détruites en croyant défendre une cause? Combien de personnes ont été condamnées non pour ce qu'elles étaient, mais pour ce que nous voulions qu'elles représentent? Marie-Antoinette a été victime d'une guerre d'images, d'une manipulation collective, d'une justice devenue spectacle. Mais elle est aussi devenue, malgré elle, le symbole d'une vérité universelle. Lorsque l'on arrache tout à un être humain, il ne reste qu'une seule chose, la dignité que l'on choisit de garder, ou non. Et dans ces derniers instants, face à une foule qui ne la voyait plus comme une personne, Marie-Antoinette a offert au monde sa dernière leçon. On peut tout lui enlever, sauf sa manière de faire face à la faim.
Et c'est peut-être cela finalement qui dépasse l'imaginable.